Bon, alors on est pas mal en retard. Enfin, disons, on est aussi en retard que prévu. Donc on n'a pas pris plus de retard que ce qui est inévitable. Il nous reste normalement plus que 3 séances de mécanique, ce qui est complètement fou. Mais bon, on va faire ce qu'on peut. Donc on a commencé la dernière fois les... Ah bah s'il n'y a pas de craie, c'est encore mieux. Ah non, il y a un micro bout de craie blanche, ça va être léger. Bon, on va voir ce qu'on peut faire. Donc, on a commencé à parler des rotations, de la mécanique des corps solides. Et en particulier, on avait exprimé la conséquence de la solidité, enfin de l'indéformabilité d'un corps que représente l'équiprojectivité des vitesses. Donc, le simple fait que la distance entre deux points quelconques, A et B, au sein d'un solide indéformable est constante, implique que V1 scalaire AB égale VB scalaire AB, c'est-à-dire que la composante de la vitesse le long de AB est égale à la composante de la vitesse du point A le long de AB est égale à la composante de la vitesse du point B le long de AB. Et de là, on avait... Oui, pardon ? AB, merci. De ça, on avait déduit, par une construction géométrique tout à fait triviale, que si vous avez un mouvement dans un plan, je passe à la 3D dans une minute, si vous avez, alors soit tous les points ont la même vitesse, et à ce moment-là, c'est un mouvement de translation, soit il y a au moins deux points qui n'ont pas la même vitesse, et alors, en fait, on a montré qu'ils ne pouvaient pas avoir la même direction de vitesse non plus, et donc, j'avais représenté deux points quelconques, chacun avec sa vitesse, et en prenant l'orthogonale AVA et l'orthogonale AVB, qui se coupent puisque ces deux vecteurs n'ont pas la même direction, on avait identifié un point ici, C, dont la vitesse est nécessairement nulle, puisque sa projection suivant AC doit être nulle, puisque la projection de VA suivant AC est nulle, et la projection du vecteur vitesse en C suivant BC aussi doit être nulle, donc cette vitesse est nulle. Donc on a un point, on a nécessairement un point du référentiel lié au solide, tel que VC égale 0. Mais du coup, si VC égale 0, alors la vitesse de n'importe quel point M du solide est orthogonale à CM. Puisque de la même façon, VM scalaire CM égale VC scalaire CM. Toujours l'équiprojectivité des vitesses. Mais ça, c'est 0. Donc, VM scalaire CM égale 0. Par conséquent, si vous prenez n'importe quel point, vous prenez le rayon qui part de C, eh bien, la vitesse est orthogonale. Alors, je ne connais pas sa norme encore, mais en tout cas, la vitesse, elle est dirigée orthogonalement. Et donc, chaque point du solide a une vitesse qui est orthoradiale par rapport donc, au rayon qui est C, donc M' ici, Vm'. Donc, il y a effectivement un centre de rotation. C est le centre de rotation. Alors on va l'appeler centre instantané de rotation parce qu'à chaque instant, on a un champ de vitesse qui obéit à ça. À l'instant suivant, on aura également un champ de vitesse qui obéit au fait qu'il y a un point qui a une vitesse nulle, mais ce ne sera pas forcément le même point. Donc à chaque instant, il y a un centre de rotation pour le solide. Donc centre instantané de rotation. Et la vitesse en n'importe quel point M est orthogonale à Cm, et par conséquent, on peut l'écrire comme oméga de m vectoriel Cm. Le vecteur vitesse en n'importe quel point M est orthogonal à Cm, donc c'est un certain vecteur vectoriel. Ce vecteur. Alors, le vecteur ici, oméga, que je note oméga de m pour l'instant, il peut dépendre du point M a priori. Mais en fait, par équiprojectivité des vitesses, on montre très facilement, je ne vais peut-être pas le faire complètement en détail, qu'en fait, ce vecteur oméga
est le même pour tous les points M. Ce vecteur est indépendant de M et par conséquent, le champ de vitesse du solide s'exprime de cette façon-là. Vm égale oméga vectoriel Cm, où C est le centre instantané de rotation, et oméga est un certain vecteur qu'on appelle vecteur rotation. Du solide. Je sais pas, on ne voit pas bien là le rouge là. Si. Non, hein. Alors, c'est assez évident en fait que ce vecteur oméga, ce vecteur oméga, par exemple, dans ce cas-là, il est dirigé bien évidemment vers il est hors du plan, hein, il est dirigé ici vers l'arrière du tableau. Vous connaissez tous les produits vectoriels. Pas la peine de faire un rappel. Oméga, A vectoriel B donne un vecteur qui est orthogonal aux deux et qui a pour norme le produit des normes fois le sinus de l'angle. Okay. Donc, oméga vectoriel CB, par exemple, donne VB. Oméga vectoriel CM donne VM. Alors, donc, puisque le mouvement est plan et orthogonal au rayon, on a forcément Vm qui s'écrit comme ceci avec un certain vecteur là. Si le vecteur oméga de M n'était pas le même pour tous les points, eh bien, vous auriez, par exemple, si vous prenez deux points au même rayon par rapport autour de C, si ce point-là n'allait pas en norme à la même vitesse que celui-là, soit si celui-là allait plus vite, alors à l'instant suivant, il y aurait eu la distance entre les deux aurait augmenté. Si c'est lui qui allait plus vite que lui, la distance entre les deux diminuerait. Hein, donc, la conséquence que la distance entre deux points quelconques ne doit pas changer est donc que, en fait, pour deux points à la même distance du centre de rotation, la vitesse doit être la même. Pas dans la même direction, mais en norme, la même. Ainsi, encore une fois, sinon, il y en a un qui va plus vite que l'autre, et donc la distance entre les deux points soit augmente, soit diminue. La seule façon qu'elle reste la même, c'est qu'ils tournent à la même vitesse, s'ils sont à la même distance du centre. Maintenant, si vous prenez deux points sur le même rayon, eh bien, pour que leur distance ne varie pas, il faut que chacun va parcourir un arc de cercle autour du centre. La seule façon que leur distance, mettons entre B1 et B2 ici, ne varie pas, c'est que B2 aille plus vite que B1, puisqu'il a plus de distance à parcourir. La distance à parcourir, pendant un intervalle de temps dt correspondant à une rotation dθ, est proportionnelle au rayon. D'accord ? Hein ? L'arc de cercle, c'est l'angle fois le rayon. Donc, si on a un point qui est alpha fois plus loin, eh bien, il parcourra un arc alpha fois plus grand pendant le même temps. Donc, il aura une vitesse alpha fois plus grande. Donc, la vitesse, en norme, doit être proportionnelle au rayon, c'est-à-dire proportionnelle à Cm ici. Voilà pourquoi, en réalité, oméga ne doit pas dépendre de M. Bon, on peut le montrer simplement en prenant la vitesse au point M, puis la vitesse en point M', avec un autre oméga. On fait scalaire MM', et par équiprojectivité des vitesses, on en déduit que oméga de M égale oméga de M', quel que soit M et M'. Je ne le fais pas complètement en détail, je pense que vous voyez la situation. Le point clé, c'est que pour un mouvement plan d'un solide, nécessairement, il y a un point qui a une vitesse nulle. Tous les autres points ont des vitesses orthoradiales par rapport au rayon venant de ce point. Et en fait, le champ de vitesse des points du solide s'écrit comme ceci. Il existe un certain vecteur oméga qu'on appelle vecteur rotation, tel que la vitesse au point M, c'est oméga vectoriel Cm. OK ? Ça, c'est le champ de vitesse possible d'un solide dans le plan.
Alors avant de passer au mouvement 3D, on va regarder, on va prendre un cas particulier archi classique, c'est le cas particulier d'un solide qui roule sans glisser sur une surface. Et le prototype typique, c'est par exemple la roue de bicyclette qui patine pas, hein, enfin, ou la roue d'une voiture, ou une roue qui roule sur un support. Donc voici une roue. Peut-être avant ça... Non. Alors, avant de rouler sur la route, elle tourne autour d'un axe, oméga. Alors, avec une vitesse angulaire, oméga égale θ point. Comment effectivement exprimer la vitesse? Donc ça tourne comme ça autour d'un axe fixe. L'axe est fixe, d'accord? Alors déjà, comment est orienté le vecteur oméga dans ce cas-là? On a donc C, le centre du cercle. Si ça tourne comme ceci, on va dire qu'oméga... Alors, vous voulez orienter θ comment? Comme ça? Dans ce cas-là, oméga est négatif, qu'à cela ne tienne, si ça tourne comme ça. On fait comment? Comme ça? On va prendre les coordonnées polaires standards. Donc θ comme ça, d'accord. OK. J'appelle oméga la vitesse angulaire, c'est-à-dire la dérivée de l'angle par rapport au temps. dθ sur dt. Alors, grand oméga avec un vecteur, c'est le vecteur rotation, et sa norme, ce sera petit oméga. On va voir ça. Un vecteur, c'est grand oméga. Oui, après, on peut l'appeler aussi petit oméga, le vecteur. Hein. Alors, ou bien, je peux appeler ça grand oméga si vous voulez, hein, c'est pareil. Enfin, peu importe, bien sûr, les lettres qu'on emploie. Hein. Donc, quelle est la vitesse d'un certain point de ce solide? Voilà, alors la vitesse du point M, c'est oméga vectoriel Cm. Est-ce qu'on peut retrouver ça? Est-ce qu'on peut retrouver ça avec les coordonnées cartésiennes, par exemple? X, Y. Le point M a pour coordonnées X et Y. Et ça, exprimé en coordonnées polaires, ça fait R cos θ, R sin θ. Et donc, c'est ça. Ça, c'est Cm, le vecteur Cm. Et la dérivée, donc la vitesse au point M, en cartésienne, c'est donc moins R θ point sin θ. R est constante, hein, parce que c'est un mouvement circulaire autour du centre C. Et R θ point cos θ. Et ça, alors, oui. Alors, quel doit être le vecteur... enfin, oui. Je ne suis pas forcément bien pris. Est-ce qu'on peut montrer que ça, c'est oméga vectoriel Cm? Quel doit être le vecteur rotation, en fait? Voilà. Montrons que ce champ de vitesse-là s'exprime bien comme ça. Je suppose que vous savez déjà, que vous connaissez déjà le vecteur rotation. C'est le cas ou pas, en fait? Parce que sinon, il faut effectivement peut-être que... Le vecteur rotation est orthogonal. Enfin, il est dirigé suivant l'axe de rotation. Il est orienté d'une façon qui détermine le sens d'orientation par la règle du tire-bouchon. Ça parle à tout le monde, ça? Non, le tire-bouchon, peu importe. Enfin, vous pouvez...
Ça dépend comment... le tire-bouchon, ça veut dire que quand vous... ou n'importe quelle vis, standard, qui n'est pas monté à l'envers, quand vous vissez, quand vous tournez comme ça l'enfonce. Et quand vous tournez comme ça revient. Vous pouvez déboucher une bouteille avec la main gauche, c'est pas interdit. Ah ouais, les deux sens. Non, parce que je sais qu'il y en a une qui se fait que avec la main droite. Oui, ça c'est le produit vectoriel. A vectoriel B égale C. Ça, oui. Que la main droite. Oui. Oui, sinon c'est l'opposé. Donc, oméga ici, ça va être oméga U delta, j'appelle delta l'axe de rotation, et qui est orienté donc de telle façon, en conformité avec l'orientation de l'angle. Donc, U delta. Alors, si θ augmente comme ça veut dire que oméga est orienté vers nous. Et donc, U delta est orienté vers nous en tout cas. Après, oméga, il peut être positif ou négatif. Dans ce cas-là, la roue, elle va vers là-bas, elle ne va pas vers la droite, elle va vers la gauche. Sauf si θ point est négatif. Mais oui, si θ point est positif, ça c'est θ point U delta. C'est ça le vecteur rotation. Ouais. Ok, mais ça veut dire que la vitesse, elle est par là-bas. Il faut le préciser, parce que si c'est le contraire, c'est faux. Non, ça c'est vrai quoi qu'il arrive. Le truc c'est que θ point il pourrait être négatif. Ah, d'accord. Si θ augmente, alors la vitesse est comme ça. Si θ diminue, la vitesse est dans l'autre sens. Mais ça c'est toujours vrai. C'est-à-dire il faut toujours orienter le vecteur rotation en conformité avec l'orientation des angles. Si vous choisissez θ comme ça, why not, hein? Si vous orientez θ comme ça, alors, en conformité avec ce θ, l'axe doit être orienté vers l'arrière. Yes? Et vous avez toujours le choix. Ça ne changera pas. Le vecteur rotation sera toujours le même parce que si vous orientez θ dans ce sens-là ou dans celui-là, eh bien, ça va changer θ point en son opposé. De sorte que le vecteur rotation, justement, sera toujours le même. Le vecteur rotation ne dépend pas du choix d'orientation des axes et des angles. Mais précisément pour ça, il faut que l'orientation des axes, donc du vecteur unitaire le long de l'axe, et l'orientation des angles, dans quel sens on tourne, soient faits en conformité l'un avec l'autre. Et la conformité est donnée par la règle du tire-bouchon. D'accord ? Donc, orientation des axes et des angles autour des axes en conformité l'une avec l'autre. Ça, c'est absolument capital. Et en conformité, ça veut dire suivant la règle du tire-bouchon. Donc, je reprends. Si on a oméga qui vaut ça, calculons oméga vectoriel Cm. Donc là, on est évidemment à 3 dimensions. Hein. Oméga sort du plan. Donc oméga, c'est le vecteur 0, 0, oméga, θ point. Et le vecteur Cm, ben on l'a ici. C'est R cos θ, R sin θ, 0. À 3D, hein. Je suis en cartésien, bien sûr. Donc, vous savez tous calculer un produit vectoriel. Oméga vectoriel Cm égale. Donc, pour la première composante, vous barrez la première composante et vous faites le produit en croix ici. Hein. Donc, 0 moins oméga R
sinus θ. Et puis, pour la deuxième composante, vous barrez la deuxième. Alors, par contre, il y a un signe moins. Hein. Donc, ça va faire plus oméga r cos θ. Et pour la troisième, vous barrez la troisième composante. Et là, ça fait 0. Eh bien, si vous comparez ça à la vitesse au point M qu'on a obtenue, vous voyez que, effectivement, Vm est égal à oméga vectoriel Cm à condition, bien sûr, que oméga soit θ point. Donc si effectivement le vecteur oméga a pour norme θ point, la vitesse angulaire, alors le champ de vitesse du solide s'écrit V au point M, la vitesse au point M, est égale à oméga vectoriel Cm. Et ceci est vrai quel que soit le signe de θ point. On a écrit des choses purement analytiques, sans donner de valeur numérique, sans faire un choix, sur le signe de θ point, enfin, donc l'orientation de θ. Et on obtient ça. OK, donc ça... Ouais, question? Non. Donc ça, c'est une chose importante, évidemment. Le champ de vitesse d'un vecteur d'un solide dans un plan. Et alors, pendant qu'on y est, on peut en profiter pour insister sur une chose que j'avais dite dans le tout premier cours, ou peut-être le second. Je peux effacer le milieu ? Si le point M, en fait, c'est le point que je vais appeler I en fait, même n'importe... Non, en fait, n'importe où, oubliez ça. Voilà. Je vais maintenant écrire ça en coordonnées polaires. Donc j'avais Cm qui valait R cos θ Ux plus R sin θ Uy, mais je peux aussi l'écrire R UR. Eh bien, Vm, c'est donc la dérivée de ça. Alors, je suis en rotation autour de C, par conséquent, R est constante. Donc, la dérivée de ça, c'est R d de UR sur dt. Et d de UR sur dt, on l'avait déjà calculé explicitement. On avait trouvé θ point Uθ. Rθ point, c'est la vitesse d'un corps en rotation autour de l'origine. Eh bien, vous voyez ici que vous avez effectivement, comme par ailleurs Vm, c'est égal à oméga vectoriel RUR, vous retrouvez ici que d de UR sur dt, c'est oméga vectoriel Uθ. Pardon, oméga vectoriel UR. Excusez-moi. Voilà pourquoi... Attendez, oui, c'est ça. Voilà pourquoi, vous vous rappelez, on avait trouvé qu'en dérivant UR, on tournait de 90 degrés. Ben voilà, vous avez oméga vectoriel UR, ça vous donne Uθ. Maintenant, si vous dérivez Uθ, vous allez avoir oméga vectoriel Uθ, ça va vous donner moins UR. À chaque fois, on tourne de 90 degrés. Vous vous rappelez, on avait fait la remarque. Ben voilà la raison. Elle est dans ce produit vectoriel. Yes?
Et ceci est vrai pour la dérivée de n'importe quel vecteur de norme constante, en fait. D de AB sur dt égale oméga vectoriel AB. Pour un solide en rotation avec un vecteur rotation oméga, bien sûr. Autour de l'axe. Autour dont le centre de rotation est A. Non, pas A. N'importe quel axe. Ça c'est vrai pour n'importe quel point, en fait. Si vous avez un solide en rotation avec pour vecteur rotation oméga, alors la dérivée du vecteur qui relie n'importe quel point du solide s'écrit comme ça. Ben, voyons-le si vous voulez. Même si le point ne passe pas par le centre. Oui. Le point passe pas par le centre. Ben, un point, ça peut pas passer. Ça veut rien dire. Un point passe par le centre. Non, je veux dire la droite qui constitue le AB, ça doit passer. Non. Alors regardez bien. On a VA qui vaut oméga vectoriel CA. Oui. C, c'est votre centre. C, c'est le centre. Ouais. On a VB qui vaut oméga vectoriel CB. Yes. Donc on a VB moins VA qui vaut oméga vectoriel CB moins oméga vectoriel CA. Je mets oméga en facteur. Et donc VB moins VA égale oméga vectoriel AB. Quels que soient les points du solide. Et ça, c'est une relation, donc c'est la première relation de type Varignon, encore appelée relation de Babar. Alors là, ça fait Baba oméga, mais ça va venir. VB égale VA plus BA vectoriel oméga. Ou plus oméga vectoriel AB, si vous préférez. Babar. C'est un moyen mnémotechnique comme un autre. Enfin non, plus ridicule qu'un autre, mais qui marche mieux. OK? Donc, le champ de vitesse d'un solide, c'est-à-dire ce qui donne la vitesse en chaque point du solide, est extrêmement contraint. Là, on l'a établi pour un plan. On va maintenant passer au cas dans l'espace. Donc là, c'est un mouvement plan, hein, mais on va passer au mouvement général d'un solide à 3 dimensions. Et en fait, la même relation va être vérifiée. Donc première chose, un solide est caractérisé par un vecteur rotation, oméga, tel que, donc dans un plan, Vm égale, enfin je l'ai effacé maintenant, enfin, c'est l'équivalent de ça pour n'importe quel point, quoi, voilà. Donc Vm c'est oméga vectoriel Cm. Il y a toujours un centre instantané de rotation, c'est-à-dire un point autour duquel tourne le solide. Et la dérivée du vecteur qui relie deux points quelconques du solide, qui n'est rien d'autre que la différence des vitesses des deux points, c'est toujours oméga vectoriel AB. Enfin, oméga vectoriel ce vecteur. Alors, à nouveau, donc je reviens sur la roue qui roule sans glisser, on passera à la 3D après. Donc, je vais redessiner ma roue maintenant. Et je la fais rouler sur un support sans glisser. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle roule sans glisser? Ça veut dire qu'il n'y a pas de mouvement relatif ici entre le point qui est immédiatement au contact, je vais l'appeler petit i, enfin grand i, le point qui est au contact avec la roue, le point de la roue en contact avec la route,
ne glisse pas sur la route, c'est-à-dire que le point I a la même vitesse que le point de la route. C'est-à-dire, si on se met dans le référentiel de la route, la vitesse du point I, c'est 0. C'est ça que ça veut dire que ça roule sans glisser. Il n'y a pas de différence de vitesse entre le point de la roue et le point de la route qui sont en contact. Donc VI égale 0. Du coup, on a déjà la réponse. On a vu que pour un solide, soit il est en translation, ce n'est pas le cas, ça tourne. Soit il est en rotation autour d'un certain point qui est le centre instantané de rotation. Et le centre instantané de rotation, par définition, lui, il a une vitesse nulle à l'instant considéré. Donc le centre instantané de rotation, ici, c'est I en fait. La roue, contrairement à ce qu'on pourrait croire, dans le référentiel de la route, elle n'est pas du tout en train de tourner autour de C, le centre de la roue. Elle est en train de tourner autour de I, le point de contact. Il appartient à la roue ou à la route? À la roue. Mais c'est le même. Mais il a la même vitesse que la route, puisque ça ne glisse pas, et donc il a une vitesse nulle. Mais il appartient à la roue. C'est le point de la roue, en fait, autour duquel la roue est en train de tourner. Alors voyons-le explicitement. Si on voulait écrire le champ de vitesse dans le référentiel de la route de ce solide, de cette roue en rotation sans glisser, c'est-à-dire on cherche la vitesse en n'importe quel point M, un point quelconque du solide. Que vaut cette vitesse? Alors, on peut assez aisément la décrire comme étant la composition de la vitesse du point M dans le référentiel de la roue, plus la vitesse globale du référentiel, du point Z, quoi. D'accord? Hein, donc il y a le référentiel qui avance avec C, qui ne tourne pas par rapport à la route, qui est en translation par rapport à la route, mais à la vitesse du point C. Dans ce référentiel-là, le corps il est juste en train de tourner autour de C. D'accord? Donc, je vais l'appeler R', référentiel en translation à la vitesse VC. Je ne sais pas ce que vaut VC, mais peu importe. C'est celui qui va avec le point C. Donc le point C est immobile dans ce référentiel-là. Et dans ce référentiel-là, donc dans R', la roue tourne autour de C avec le vecteur rotation grand oméga. Grand oméga qui vaut donc θ point U delta, si j'appelle delta l'axe de rotation. Alors si θ est comme ça, si j'oriente θ comme ça, θ point sera positif, du coup c'est pour ça que je choisis ça. Et donc l'axe U delta, avec la règle du tire-bouchon, si θ est orienté comme ça, l'axe U delta va vers l'arrière. Donc, la roue donc, si la roue tourne comme ça, j'ai la vitesse que je vais noter V'M, c'est-à-dire la vitesse de M dans le référentiel R', est égale à oméga vectoriel Cm. Ça, c'est ce qu'on vient de voir. Rotation autour d'un axe fixe, autour d'un point fixe à 2D comme ça. Mais maintenant, si je veux la vitesse de M dans le référentiel R, référentiel R étant le référentiel de la route, on est d'accord, Vm, ce n'est rien d'autre, par composition des vitesses, qui est additive, on ne fait pas de relativité, là, les vitesses sont faibles devant la vitesse de la lumière, c'est effectivement Vc plus Vm, enfin plus V'M. La vitesse du référentiel plus la vitesse du corps dans le référentiel. Enfin, la vitesse du point du corps dans le référentiel. OK, donc ça fait Vc,
vectoriel oméga vectoriel Cm. On retrouve la relation de Varignon, là. Au passage, bien sûr, parce qu'elle est vraie tout le temps. Mais maintenant, ce qu'on va voir, c'est que le fait que la roue ne glisse pas impose une relation entre la vitesse du point C et la vitesse angulaire. Appliquons ça au point I. En particulier, VI égale VC. Pardon, j'ai mis V. C'était plus là. Je sais pas j'espère que j'ai dit plus. J'ai écrit vectoriel. C'est VC plus oméga vectoriel CM. Donc VI égale VC plus oméga vectoriel CI. Et ça, c'est égal à 0 s'il n'y a pas de glissement. OK? Bon, bah maintenant on va introduire... alors, qu'est-ce qu'on va faire là? Ben voilà, on va introduire ça là-dedans, c'est-à-dire que ça, je vais dire que c'est CI plus IM. Donc j'ai VM qui est égal à VC plus oméga vectoriel CI plus oméga vectoriel IM. D'accord? Moi j'ai juste repris ça. J'ai introduit I là-dedans. Or tout ça c'est 0. Par conséquent, VM c'est oméga vectoriel IM. Et ça, c'est le champ de vitesse d'un corps en rotation à la vitesse angulaire oméga autour du point I. C'est magique. On est parti de la composition des vitesses. VM, c'est la vitesse globale du référentiel R' plus la vitesse du corps au sein du référentiel R'. Et cette vitesse, c'est juste la rotation autour de C avec le vecteur le vecteur rotation oméga. Et simplement, en introduisant le point I dont on sait que la vitesse est nulle, parce qu'on a un roulement sans glisser, eh bien, on se retrouve avec VM égale en fait oméga vectoriel IM. C'est-à-dire que ce VC plus oméga vectoriel CM, en fait, c'est juste oméga vectoriel IM. Quand on voit ça, on se dit, bah oui, la vitesse, enfin le mouvement du corps, c'est la composition d'une rotation pure avec une translation. Eh bien, ce qu'on a montré en une ligne, c'est que la composition d'une rotation pure avec une translation, en fait, c'est une rotation pure. C'est juste un oméga vectoriel quelque chose. IM. Et donc, ça permet d'identifier ici que le centre de rotation, c'est bien I. Oui, enfin, c'est parce qu'on a écrit, on a implémenté que la vitesse du point I était nulle. Alors, on la retrouve ici. Si je remplace M par I, évidemment, j'ai le vectoriel II, c'est-à-dire vectoriel vecteur nul, ça fait 0. C'est cohérent, bien sûr. Mais on est parti d'un champ de vitesse qui est la composition d'une rotation et d'une translation. Mais en fait, ce qu'on a montré, c'est que cette composition n'est rien d'autre qu'une rotation pure, mais pas autour du même point. Là, c'était une rotation autour de C. Dans le référentiel en mouvement, la roue tourne autour de son centre.
Mais si on compose le mouvement de rotation autour du centre de la roue et de translation du centre de la roue, eh bien on se retrouve avec une rotation pure autour d'un autre point, du coup, lequel, le point de contact en l'occurrence. Par contre, et ça c'est très important, le vecteur rotation est le même. Dans le référentiel R', le corps tourne avec la vitesse, avec le vecteur rotation oméga autour du point C. Dans le référentiel R, celui de la route, le corps tourne avec le même vecteur rotation, mais autour du point I. Autrement dit, dans un plan, il n'y a que deux types de mouvements possibles pour un solide. La translation, ça ok, tous les points vont à la même vitesse. On l'a éliminé dès le début, c'est évident. Et l'autre possibilité, c'est une rotation pure, rien d'autre. Parce qu'une combinaison d'une rotation pure et d'une translation, en fait, c'est une rotation pure. Juste autour d'un autre point. Donc ça rejoint ce qu'on avait vu la dernière fois. Pour un solide en mouvement plan, soit tous les points vont à la même vitesse, c'est une translation, soit ce n'est pas le cas, donc il y a au moins deux points qui ne vont pas à la même vitesse, et alors il existe un point qui a une vitesse nulle, enfin un point du référentiel qui a une vitesse nulle, et le corps est en train de tourner autour de ce point. Et c'est une rotation pure. À chaque instant, il ne peut rien y avoir d'autre qu'une pure rotation autour d'un certain point quand on a un mouvement plan. Voilà, donc on retrouve là par le calcul analytique que I est bien le centre instantané de rotation. Pas pour nous surprendre, puisque VI a une vitesse nulle, hein, c'est notre point de départ, ça ne glisse pas. Si ça glissait, ça tournerait autour d'un autre point, hein, mais pas le point I. Et peut-être on peut faire la construction géométrique pour se rendre compte vraiment du champ de vitesse de la roue. Tiens, je vais me mettre à droite pour grossir un peu le schéma. Vous pouvez vous amuser à faire cette construction. Donc voilà la roue qui roule sans glisser sur la route. Quelle est la vitesse en un point M? Eh bien, c'est ce qu'on a écrit là, c'est la composition de la vitesse VC qui vaut ce qu'elle vaut, et de la vitesse du point M dans le référentiel de la roue, qui est quelque chose, qui est un oméga vectoriel Cm, ça c'est C. Hein. Donc ça c'est V'M, d'accord? Et si vous faites V'M plus Vc, bon, ça vous donne un truc comme ça. Ça vous donne Vm. Si vous prenez un autre point, M', eh bien sa vitesse c'est le même Vc plus, je vais écrire V'M, c'est-à-dire oméga vectoriel Cm, la vitesse de M' en rotation autour de C dans le référentiel R'. V'M'. Et si je fais la somme de ces deux, donc je compose les vitesses, je vais obtenir ça plus ça, je vais obtenir ça. V'M' dans le référentiel R. Eh bien, en fait, si vous faites le dessin proprement en respectant les échelles, vous allez voir que V' est bien orthogonal à Im', Vm est bien orthogonal à Im, et vous pouvez faire ça pour tous les points en faisant Vc plus V', donc là j'ai un M seconde si vous voulez, j'ai Vc plus V' de M seconde. Bien, si vous faites la somme des deux, vous allez obtenir Vm seconde. Est-ce que vous voyez que la roue est effectivement en train de tourner autour du point I?
Voilà, alors s'il y avait glissement, la roue serait quand même en train de tourner autour d'un certain point, parce qu'il y a toujours un point qui a une vitesse nulle. Qui appartient ou non au corps, mais il y a un point du référentiel qui a une vitesse nulle, et le corps est en train de tourner autour de ce référentiel. Alors un exemple, hein, si je prends ce corps, là il est en rotation autour de ce point-là. Si je fais ça, il est en rotation autour d'un autre point. Donc le point n'appartient pas au solide, n'empêche, c'est un point du référentiel du solide autour duquel le corps est en train de tourner. D'accord ? Ouais. Alors non. Alors, enfin, oui et non. Donc ça, c'est le paradoxe, effectivement. Comme vous dites, le point I, quand même, il se déplace, évidemment. Mais, en fait, le point I ne se déplace pas. Le point I, à chaque instant, a une vitesse nulle. La roue est en train de basculer autour du point I. Et l'instant suivant, le point I, il va se retrouver là, derrière. Donc, à chaque instant, la vitesse du point I et la vitesse du point coïncident est nulle. Simplement, à l'instant suivant, c'est un autre point qui est coïncident. Donc, quand vous dites le point I se déplace, non, c'est le point coïncident entre la roue et la route n'est pas toujours le même. Mais à chaque instant, il a une vitesse nulle dans le référentiel de la route, puisqu'il a la même vitesse que la route elle-même, puisque ça ne glisse pas. C'est le point de contact, voilà. On l'appelle point coïncident, c'est le point de la roue qui coïncide avec le point de la route qui sont en contact. Okay ? Si vous voulez tracer, je pense que vous connaissez la cycloïde, si vous prenez le point I de la route, vous voulez suivre son mouvement au cours du temps, vous savez que ça fait un truc comme ça. Hein? Si vous observez la nuit une bicyclette avec une lumière en bas, une lumière sur les roues là, eh bien vous voyez que la lumière elle fait ça en fait. Voilà le mouvement d'un point quelconque à la périphérie de la roue. Au moment où c'est en contact, ça en fait une vitesse nulle, puis ça monte, puis ça redescend, etc. Et là, il y a un point de rebroussement, là, il y a une dérivée verticale, mais la vitesse elle-même est nulle. Il y a une accélération, évidemment, verticale. Le corps descend, enfin, le point descend, puis remonte. Bon, c'est à la fois simple et compliqué, ça, mais il faut bien voir que donc pour un solide en mouvement plan, soit c'est une translation, soit c'est une rotation pure. Alors, qu'en est-il maintenant à 3D ? C'est-à-dire dans l'espace à 3 dimensions. Alors, il y a un mouvement supplémentaire possible. Donc, à 3D, mouvement possible d'un solide. Alors, mouvement instantané possible d'un solide. C'est-à-dire, à chaque instant, le champ de vitesse du solide peut être 3 choses. Soit une translation, bien sûr, quel que soit m dans le solide, Vm égale constante, hein, V0. Soit une rotation pure, quel que soit m dans le solide, il existe un centre instantané de rotation et il existe un vecteur instantané de rotation tel que Vm égale oméga vectoriel Cm. Donc ça, c'est ce qu'on vient de voir. C'est vrai dans le plan, donc évidemment, tous les mouvements plans sont des mouvements possibles dans l'espace. Mais il y a une possibilité en plus, c'est une rotation pure
du coup autour d'un axe, combiné avec une translation le long de l'axe. Le long du même axe. Parce que ce qu'on a vu, c'est qu'une rotation comme ça, combinée avec une translation comme ça fait une rotation pure. Par contre, une rotation comme ça, combinée avec une rotation le long de l'axe, ça ne peut pas être une rotation pure, parce que dans ce cas-là, aucun point a une vitesse nulle. Si vous tournez comme ça tout en avançant, ça fait un mouvement hélicoïdal, si vous voulez, il n'y a aucun point qui a une vitesse nulle. Même un point qui est sur l'axe, et justement, il a une certaine vitesse le long de l'axe. Donc ça, c'est un mouvement qui n'est pas une rotation pure. Même les points de l'axe ont une vitesse qui est la même pour tout le monde. C'est une translation globale le long de l'axe tout en tournant. Ouais. Ce mouvement-là, voilà, ce mouvement-là, ou celui-là, ça c'est un mouvement possible qui à aucun moment ne peut être assimilé à une rotation pure, puisque jamais la vitesse d'un point est nulle. Mais ça, c'est parce que le vecteur rotation et le vecteur translation ne sont pas dans le même plan. Au contraire, ils sont parallèles. Le vecteur rotation... Ouais. Donc, pour un solide à 3 dimensions, les mouvements possibles sont une translation, une rotation pure, ça tourne autour d'un axe, ou bien une rotation autour d'un axe combinée avec une translation le long du même axe. Parce que si la translation globale, elle est... Enfin, la partie de la translation globale qui serait qui serait orthogonale à l'axe, elle se combine avec la translation pour faire une rotation pure. Je ne sais pas si c'est clair. Sûrement pas. C'est pas grave. Enfin, si, c'est peut-être grave, mais... Enfin, je veux dire, dans un plan, on a déjà réglé le problème. Si une rotation combinée avec une translation orthogonale à l'axe de rotation, ça, c'est encore une rotation pure. Donc, dans le plan, vous avez juste une rotation pure autour d'un certain axe. La seule chose que peut apporter la 3D, c'est donc pas d'être en translation orthogonale à l'axe, puisque ça se ramène à une rotation pure, mais c'est une translation le long de l'axe. Et ça ne peut pas être annulé en rotation pure pour la raison qu'on a dite. Tous les points, même les points de l'axe, ont une certaine vitesse. Et donc ça, le champ de vitesse est le suivant. Quel que soit m dans le solide, il existe un axe, delta. Il existe... Bon, en fait, il existe un vecteur rotation qui vaut oméga u delta, où delta est l'axe de rotation, tel que Vm égale la vitesse d'un point de l'axe plus oméga vectoriel OM. Et ce VO, là, c'est la vitesse d'un point quelconque de l'axe. Tous les points de l'axe ont la même vitesse. Parce que si sur le même axe, il y a un point qui allait plus vite que l'autre, bah, soit le solide se comprimerait, soit il s'étirerait. Ça, c'est pas possible. Donc, c'est toujours la même conséquence de la définition initiale du solide indéformable. La distance entre deux points reste constante, quoi qu'il arrive. Sinon, ce n'est pas un solide. Enfin, pas indéformable. Donc, voilà les 3 types de mouvements possibles pour un solide. Translation, rotation pure, ou bien rotation pure avec un glissement le long de l'axe, si vous voulez. Une translation le long de l'axe. Donc, mouvement hélicoïdal. Alors, évidemment, si cette vitesse est nulle, s'il n'y a pas de glissement le long de l'axe, ben, on retrouve une rotation pure, et voilà. OK ?
Bon, alors je vais effacer ça. Dans tous les cas, quoi qu'il arrive, ceci est donc la relation la plus générale, le champ de vitesse le plus général. Donc je le réécris une dernière fois ici. Quel que soit A et B dans le solide, il existe oméga tel que VB égale VA plus oméga vectoriel AB. Ou plus BA vectoriel oméga, au choix. Voilà, ça c'est le champ de vitesse le plus général d'un solide. Si vous avez un solide indéformable, alors forcément, il existe un certain vecteur rotation tel qu'on est ça. Alors si ce vecteur rotation est nul, bah, du coup ça fait 0, et donc vous voyez quel que soit A et B dans le solide, VA égale VB, donc c'est une translation. Donc si oméga est nul, vous avez une translation, évidemment. Si oméga n'est pas nul, alors vous avez soit il existe un point qui a une vitesse nulle, et donc vous avez à ce moment-là une rotation pure autour de ce point. Si VA égale 0, ceci traduit une rotation pure autour du point. Et s'il n'y a aucun point qui a une vitesse nulle, alors vous avez ce qu'on vient de voir, la combinaison d'une translation le long de l'axe avec une rotation autour de l'axe. Et il n'y aura jamais rien d'autre. Donc bien qu'il y ait des milliards de points qui interagissent tous les uns avec les autres, en fait, le champ de vitesse d'un solide, c'est-à-dire les mouvements possibles pour un solide, sont extrêmement contraints, et c'est ça qui fait qu'on arrive à faire de la mécanique des solides de façon simple, sans avoir à résoudre des milliards d'équations couplées les unes aux autres. Donc on a vu la dernière fois le cas avec deux corps. Bon, on arrive à découpler le problème, hein, le fait que l'équation du mouvement de chaque corps dépend de la position de l'autre, et donc il faut déjà l'avoir résolue pour arriver à même poser la première équation, enfin l'équation du premier corps. Donc on a vu comment s'en sortir. On découple le système en traitant d'une part le centre de masse, d'autre part la particule relative, affectée de la masse réduite. Donc ça, quand il y a deux corps, on sait faire. Et sinon, on ne sait pas faire, sauf si les contraintes entre les différents corps, enfin les différents points matériels, sont telles qu'on a affaire à un solide indéformable. À ce moment-là, ces contraintes réduisent considérablement les possibilités de mouvement du corps. Soit il tourne, soit il est en translation, soit il y a une combinaison des deux, de la façon dont on vient de voir. Et du coup, on peut faire de la mécanique donc, du solide de façon assez simple. Simplement, il va falloir, pour caractériser donc, le mouvement d'un solide, il faut caractériser le mouvement de son centre de masse, d'un point, et puis sa rotation. Et donc maintenant, on va voir comment traiter d'un point de vue mathématique la question des rotations des corps. Alors, c'est ce qu'on va voir maintenant. Oui. On est bien d'accord que VB égale VA plus oméga scalaire AB. Vectoriel AB. Vectoriel. Ouais. C'est la même chose que VA plus BA scalaire vectoriel. Ouais. Oméga. Yes. Ça, c'est sous la forme Babar. Et ça, c'est sous la forme plus standard avec le vecteur rotation, mais peu importe. Ouais. Yes. Bien, alors. Donc ça, c'était purement la cinématique des solides. On n'a encore rien dit sur la manière dont les solides réagissaient aux forces. On n'a pas fait de dynamique, mais maintenant on va faire la dynamique du solide. Quand je dis solide, c'est solide indéformable. Alors, que se passe-t-il si on a un corps solide et qu'on applique une force sur ce corps? Alors, si on n'avait pas fait ce qu'on vient de faire,
c'est-à-dire constater qu'en fait le mouvement du solide, il ne peut pas être grand-chose, et donc on va pouvoir simplifier l'étude, il faudrait écrire l'équation du mouvement pour chacun des constituants du solide. Donc par exemple, si j'appuie sur ce point-là du solide, bon ben, ce point-là subit une force de l'extérieur, mais il y a aussi toutes les forces internes entre les constituants du solide. Je peux représenter peut-être comme des petits ressorts qui lient chacun de ces constituants, enfin des ressorts ou pas des ressorts, c'est une façon de dire qu'ils ont que chaque point matériel en quelque sorte qui constitue le solide est relié aux autres de façon assez complexe. Et en fait, quand je pousse à un endroit du solide, ce qui se passe, c'est que du coup, je comprime ce petit ressort-là qui va vouloir pousser celui-là. En même temps, j'étends ces deux ressorts-là, du coup, ça va vouloir ramener les corps. Et tout ça va se propager au sein du solide de telle sorte que finalement, c'est l'ensemble du solide qui va bouger d'une certaine façon. Mais vous voyez que si je devais traiter ça à l'échelle fondamentale, là où ont lieu les forces entre les constituants élémentaires du solide, ce serait juste absolument l'enfer. Donc on ne va pas faire ça. Mais c'est ça qui se passe en vrai. Mais comme on fait déjà, donc on fait l'hypothèse que le solide est indéformable, et qu'on sait déjà qu'en fait le solide, il ne peut pas faire grand-chose, il peut avoir une translation et une rotation, et c'est tout. On va simplement s'intéresser à l'effet global de la force sur le corps, et ce qu'on constate tout de suite, c'est que ce qui va se passer va dépendre de l'endroit où on applique la force. Si je prends ce corps-là, pour la même force exercée là, ça fait tourner le corps comme ça. La même force exercée ici, ça le fait tourner comme ça. La même force exercée là, ça le fait juste avancer sans tourner. Donc, il y a un point clé quand on fait de la dynamique du solide, c'est pas juste connaître quelles sont les forces, c'est où s'appliquent-elles. Alors, quelles sont les forces? Ça, c'est bien, ça permet de connaître le mouvement du point G, parce qu'on a déjà vu, dans le cas des systèmes de points matériels, qui forment un solide ou pas, dans tous les cas, ce qu'on a vu, c'est que M d de Vg sur dt égale la somme des forces. Externes plus internes, mais les forces internes, 2 à 2, elles s'annulent, donc que des forces externes en l'occurrence. Donc ça, c'est le théorème du centre d'inertie. Donc la somme des forces, quoi qu'il arrive, où qu'elle s'applique, là pour le coup, de toute façon, ça fait bouger le point G de la même façon où que s'appliquent les forces. C'est-à-dire que j'applique là ou là, c'est exactement pareil, le point G réagit de la même façon. Donc ça, c'est une chose. Globalement, l'ensemble des forces appliquées à un solide sont responsables du mouvement de son centre de masse. Alors, comme on a un solide, évidemment, si le centre de masse bouge, tout le reste va suivre. Mais, autour du centre de masse, le corps peut tourner. Donc, maintenant, la question suivante, c'est, OK, ça me dit comment va bouger globalement le solide, enfin son centre de masse. Maintenant, comment va-t-il tourner? Et donc, c'est là que le point d'application intervient. Et je pense que vous savez déjà comment déterminer l'action en termes de rotation d'une force sur un solide. Eh bien, c'est là qu'on introduit les moments des forces. Donc, action d'une force sur un solide. Donc, je vais appeler ça mouvement global du point G. Donc ça, c'est... Voilà. Et puis, par ailleurs, rotation du corps. Alors, autour du point G, si on est dans le référentiel, si on découple en se mettant dans le référentiel du centre de masse, ou sinon autour de là où ça tourne. Et donc ça, c'est piloté par le moment de la force. Mais le moment de la force dépend du point où on le calcule. En fait, le moment d'une force par rapport à un point, ça nous donne le pouvoir rotatoire, la capacité à faire tourner le corps, donc le pouvoir rotatoire de la force, autour du point en question. Donc,
la capacité d'une force à modifier la rotation autour d'un point A est donnée par le moment de cette force au point A. Et la capacité à faire tourner autour d'un point B, ça dépend du moment de cette force autour, enfin calculé au point B, bien sûr. Alors, je vais prendre un exemple simple d'un corps qui est libre de pivoter autour d'un axe. Bon, je suppose que vous connaissez tous déjà les moments. On va juste donc réintroduire très rapidement l'idée centrale. Donc, j'ai un point... Je ne vais pas prendre le centre, tiens, parce que sinon, ça va... Voilà. Voilà, j'ai un point A ici. Et le corps peut tourner autour de A. C'est un axe fixe et le corps est libre de tourner autour. Et puis je vais mettre une masse M ici dans un champ de pesanteur G. Disons que je tiens la barre. Si je la lâche, qu'est-ce qui se passe? Ça va basculer comme ça. OK, maintenant je vais éviter que ça bascule, et donc je vais exercer une force, je vais retenir la barre ici. Alors, à quelles conditions je vais contrebalancer, je vais maintenir l'équilibre, par exemple? Il faut que les deux moments soient égaux. Intuitivement, on sait tous que si j'exerce une force ici, j'ai besoin qu'elle soit plus grande ou moins grande que si je l'applique là? Moins grande. Hein, c'est le principe du bras de levier. Plus on va loin, plus la force peut être petite. Alors, donc, je pense que vous connaissez déjà tous l'expression du moment de la force, mais je voudrais vous montrer que c'est très naturel. C'est un exercice, si vous voulez. Il n'y a bientôt plus de craie blanche, c'est vraiment bon. Il n'y a rien qui traîne, là? Non. On va se débrouiller, on va se débrouiller. Je vais écrire avec mes doigts à la fin. Je vais me tailler les doigts. OK, donc, j'applique une force F en un point, je ne sais pas, I. Ou en un point I. Je vais m'intéresser à un petit déplacement d'angle delta θ. Je vais faire tourner de delta θ. Quelle force dois-je appliquer au point I, situé à la distance DI, pour faire tourner le corps de delta θ? Alors, pardon, quelle force Ouais, quelle force pendant combien de temps? Je vais m'intéresser au travail. Quel travail dois-je fournir pour faire tourner la barre de l'angle dθ? De delta θ.
Eh bien, c'est la force fois le déplacement. Donc, voilà. Donc, ce travail, c'est la force, je vais l'appeler FI, fois, enfin, donc, oui, scalaire ce déplacement, donc la force étant le long du déplacement. Mais vous avez raison, je vais écrire FI scalaire, donc, scalaire, voilà, DI delta θ, et ça c'est U θ. D'accord, c'est le. Enfin, voilà, je vais. C'est moins UZ si UZ est vers le haut comme ça. Maintenant, écrivons la conservation de l'énergie. Si je fais ça, j'ai fait monter la masse M d'une certaine hauteur. Quelle hauteur? La masse, je l'appelle comment le point? Je l'appelle grand M. Donc là, j'ai dm. Donc par ailleurs, j'ai effectivement delta W qui vaut mg dm dθ. Alors, comme je l'ai fait jusqu'à présent, c'est le travail minimal que je cherche. Hein. C'est-à-dire que je ne communique pas de la vitesse aux masses, sinon il faut que je prenne en compte l'énergie cinétique. Donc, je le fais aussi lentement que possible. Le travail minimal dont j'ai besoin pour réaliser ça. Bon, ben vous voyez qu'il faut effectivement que FI scalaire UZ ici soit égal enfin scalaire moins UZ soit égal à mg dm sur di. C'est-à-dire en norme FI di, sachant que FI est suivant UZ, hein, égale mgdm. Donc tout ce qui compte, c'est le produit de la force par la distance à laquelle je l'applique. Si FI di vaut FJ dJ, ça aura le même effet. Ce que j'ai écrit pour I, je peux l'écrire pour J, et j'obtiendrai norme de FJ fois dJ. J'aurai le même effet que j'applique une force ici, là, là, là ou là. Si le produit de la force par la distance à l'axe est le même, je produirai le même effet. J'aurai le même, j'induirai la même rotation à partir ici d'un corps au repos. Donc effectivement, on voit là que ce qui compte pour entraîner une modification de la rotation du corps, ce n'est pas la force elle-même, c'est la force fois la distance à l'axe. Et c'est ça le moment d'une force. Donc le moment de F par rapport au point A, la capacité de F à modifier la rotation du corps autour de A, on le note M indice A de F,
eh bien ça, c'est en norme la force je vais appeler Uθ, le Uz ici, c'est le Uθ par rapport au θ que je considère, d'accord? C'est l'angle, c'est le vecteur unitaire associé à l'angle de rotation fois la distance à l'axe. La distance entre A et le point d'application. Comment je vais l'appeler, le point d'application? Il s'appelle. Ça aurait été bien de garder le point A, mais il n'y a plus. Ben, I. C'était le point I. Celui que j'ai appelé là. Bon, alors magiquement, il y a une opération mathématique qui vous donne directement cette quantité-là. C'est le produit vectoriel. C'est en fait AI vectoriel F. Je vais commenter rapidement ce produit vectoriel. Donc le produit vectoriel, il a une direction et il a une norme. On va voir que la direction et la norme sont toutes les deux ce qu'il faut. AI vectoriel F, ça produit ici, dans ce cas-là, un vecteur qui est vers l'arrière. Et ça correspond bien au sens de la rotation induite. D'accord? AI vectoriel F, ça fait tourner dans ce sens-là autour de A. Ça correspond donc à un vecteur vers l'arrière. AI vectoriel F. Donc là, c'est là où la règle du tire-bouchon rejoint la règle des trois doigts de la main droite. De la main droite. La main droite. Produit vectoriel, main droite. Orientation directe. Directe comme droite. Si j'appuie de l'autre côté, je vais avoir AI vectoriel F. Donc ça vient vers vous. Et à ce moment-là, ça fait tourner dans ce sens-là. C'est bien le cas. Si j'appuie de l'autre côté du point A, ça fait tourner comme ça. Donc la direction indiquée par ce vecteur, par ce moment correspondant à ce produit vectoriel, est bien la bonne. C'est la direction dans laquelle la rotation est induite. Et pour ce qui est de la norme, on a dit que ce qui comptait, c'était la distance à l'axe fois la force. Donc si le rayon AI est orthogonal à la force, le sinus de l'angle entre les deux, c'est 1, et donc c'est juste le produit des normes, ça marche. La question se pose si la force n'est pas dirigée orthogonalement au rayon. Et c'est là qu'est le scalaire Uθ. Dans ce cas-là, ça va être uniquement la composante de la force orthogonale au rayon qui va jouer. Effectivement, cette force, si vous appliquez maintenant une force en biais, si vous appliquez une force en biais, eh bien, il y a une composante qui est le long du rayon. Celle-là ne va pas faire tourner quoi que ce soit. Vous pouvez tirer comme ça ou pousser vers l'axe autant que vous voulez, il ne se passera rien.
Et donc, c'est uniquement la composante orthogonale qui va avoir une action pour la rotation. Eh bien, cette composante orthogonale, elle vaut quoi? Elle vaut cette norme-là fois le sinus de cet angle-là. Ça, c'est alpha. La composante orthogonale ici, f orthogonale, c'est f sinus alpha. D'accord? C'est cette composante-là. Et donc, c'est l'angle alpha, c'est exactement l'angle entre le rayon et la force. Le rayon et la force. Donc, la norme du moment, c'est la norme du rayon fois la norme de la force fois le sinus de l'angle entre les deux. Et c'est bien ce qu'il faut en vertu de la petite étude qu'on a faite ici. Oui. Comment le vectoriel se distribue comme la multiplication? Oui. Oui, oui. A vectoriel B plus C, c'est A vectoriel A plus A vectoriel C. C'est distributif. Donc on y est. La capacité d'un corps à faire, d'une force à faire tourner un corps, ou en tout cas à modifier la rotation d'un corps, on va le voir tout de suite avec le théorème du moment cinétique, est liée au moment de la force. Et donc si vous faites, sa capacité à modifier la rotation autour d'un point A, c'est lié au moment de la force au point A. Alors il y a deux façons de calculer un moment. Et c'est vraiment important de le comprendre. Je vais prendre une situation comme ça. Allez, un point O. Et puis un corps de masse M, donc qui exerce une force mg ici. Comment vous allez calculer la force du poids, le moment du poids, pardon, au point O? Redites ça. Alors attendez, je l'écris. Moment en point O du poids. Alors effectivement, il y a deux façons de projeter. C'est comme pour le travail. Vous vous rappelez, le travail, c'est la composante de la force le long du déplacement ou la composante du déplacement le long de la force. Hein, c'est la force fois le déplacement, mais il faut prendre que la composante de l'un sur l'autre. Donc là, soit vous prenez donc, ce qu'on appelle le bras de levier, là, la force, elle est appliquée ici, au point I. Donc, soit vous prenez la composante de la force orthogonale au rayon ici, donc vous projetez mg là-dessus, soit, donc ça, première chose, donc ça va vous faire, je laisse juste la norme, ça va vous faire, donc j'appelle cette, ah, ça y est, on ne voit plus rien. Vous voyez rien là, hein? Non. Je refais le même dessin, hein. Sauf que je fais juste un trait déjà pour ça. Et donc, j'ai mg comme ceci. Ça, c'est le point I. Et je veux calculer le moment au point O du poids. Donc, c'est OI vectoriel mg. Ça, c'est le moment. Ça, c'est le moment du poids, on est d'accord? Et pour calculer OI vectoriel mg, bien sûr, vous pouvez faire norme de OI fois norme de mg fois le sinus de l'angle entre les deux, donc entre là et là. Mais en fait, ce que je veux que vous voyez bien pour ne pas avoir à calculer, pour court-circuiter ce calcul-là,
c'est qu'en fait, tout se passe comme si le poids était appliqué à cette distance-là de l'axe et pas celle-là. Vous prolongez le poids orthogonalement ici, et ce qui va compter, c'est cette distance orthogonale. Ça va être égal à mg fois la distance orthogonale. D'accord? Vous regardez en fait à quelle distance le poids passe de l'axe. Certes, ça s'applique à une distance, mettons, je l'appelle L. La force a l'air de s'appliquer à une distance L, mais en vrai, c'est comme si elle ne s'appliquait qu'à la distance D orthogonale. Parce que L fois le sinus de cet angle-là, c'est L fois le cosinus. Le sinus de ça, c'est le sinus de ça. Et donc, L fois le sinus de ça, c'est bien des orthogonales. L fois le sinus de alpha. Ici, vous avez pi moins alpha. Le sinus de pi moins alpha, c'est le sinus de alpha. Donc, L fois le sinus de cet angle-là, sinus de l'angle entre OI et MG, ce n'est rien d'autre que la distance orthogonale ici. Vous avez l'air fatigué. Moi aussi, ceux qui n'êtes pas. Vous voyez ou pas? Pas bien, hein? Ok. Quand vous calculez des moments, vous vous intéressez d'une part à la direction et au sens, ça c'est facile, parce que c'est très intuitif. Hein, cette force-là, elle fait tourner autour de cet axe-là, dans ce sens-là. Donc le produit vectoriel, il va être dirigé comme ça. OK. Quelle est sa norme? Donc, quel est le moment au point O de la force F qui s'applique au point I, sachant qu'ici on a une distance L? Comment vous faites ça? Bon, on règle la question de la direction et du sens. OI vectoriel F, ça fait un truc qui rentre dans le tableau comme ça, d'accord? Donc c'est dirigé suivant, voilà, j'appelle ça U. Donc ça va être quelque chose U. U delta si vous voulez, enfin. D'accord, ça fait tourner comme ça. Tout le monde est d'accord, ça c'est facile. La question maintenant, c'est quelle est la norme? C'est la force fois la distance, mais fois le sinus. Donc ce n'est pas F fois L. Ce serait F fois L si le point d'application était là. Voilà. Voilà, ce n'est pas le cas. Alors, c'est quoi du coup? Eh bien, en fait, c'est F fois cette distance-là. Je vais appeler ça L orthogonale. En fait, c'est ça. C'est F fois L orthogonale du θ. Vous prenez la partie... Enfin, en fait, tout se passe comme si la force ne s'appliquait pas à la distance L de l'axe, mais à la distance L orthogonale de l'axe. Donc, vous prolongez la force et vous regardez à quelle distance vraiment elle passe de l'axe. Elle passe pas... Certes, elle s'applique à une distance L, mais avec un angle. En fait, tout se passe comme si elle s'appliquait qu'à cette distance-là de l'axe. Alors, pour le voir, donc, en toute rigueur, enfin, si on développe la chose, on aurait OI fois F fois le sinus de l'angle entre les deux. C'est quoi l'angle entre les deux? C'est ça. D'accord? Sinus de l'angle entre OI et F.
Oui. Ce que je dis, c'est que le sinus de cet angle, c'est le même que le sinus de cet angle-là. Sinus alpha est égal à sinus pi moins alpha. Bah oui. Sinus de alpha, sinus de pi moins alpha. Ils ont le même sinus. Oui. Oui. Éventuellement, ça dépend comment l'exercice est posé. Donc le sinus de cet angle-là, celui dont on a besoin ici, c'est le même que celui-là. Et donc, L orthogonale, c'est L fois le sinus de cet angle. Vous voyez bien là dans le triangle. Le sin, L fois le sinus, c'est ça. Non, on veut L fois sinus. Ça, c'est L. L fois sinus. C'est F fois L fois sinus. Et donc, c'est L fois L orthogonale. Donc, tout se passe comme si on ne prenait que la distance minimale d'approche de la force, en quelque sorte. Vous continuez la force et vous voyez à quelle distance, en vrai, elle passe de l'axe. C'est le bras de levier. Le vrai bras de levier. Une autre façon de voir exactement la même chose, c'est d'écrire à l'inverse F orthogonale fois L. Tout se passe comme si, en fait, tout se passe comme si la composante de la force, tout se passe comme s'il n'y avait que la composante orthogonale de la force. Je vous ai perdu il y a au moins 3 quarts d'heure. C'est de la faute d'Audrey, ça j'en suis sûr. Est-ce que vous voyez qu'on a ça aussi? Hein, parce que à nouveau, ici on a alpha. Oui, c'est ça, c'est la composante de la force qui est orthogonale au rayon. Hein, parce que à nouveau, vous avez F orthogonale qui est égal à F sinus alpha. Alpha est là. Pi moins alpha est là. Et là, on a pi sur 2. On a alpha moins pi sur 2. Et donc, plutôt que d'introduire des variables orthogonales à L orthogonale ou F orthogonale, enfin, autant appliquer la formule telle qu'elle est, et puis s'il y a des simplifications trigo, on les voit. Et, oui, mais ce que j'essaye de vous faire voir là, c'est que justement, vous pouvez vraiment court-circuiter comme ça, tout ça, en réalisant que quand vous avez une force qui s'applique quelque part et que vous calculez le moment par rapport à un point, plutôt que d'aller chercher à mettre des sinus, des trucs zarbi, enfin pas zarbi, mais de calculer des sinus, en l'occurrence, vous pouvez aussi vous tromper. Physiquement, ce qui se passe, c'est que vous regardez à quelle distance en vrai passe la force. Et la force, elle ne s'applique pas à la distance L. En fait, elle s'applique à la distance L orthogonale. Vous la prolongez et vous voyez où elle passe pour de vrai. C'est là qu'elle s'applique, en fait. Mais en pratique, le F, L orthogonale ou F orthogonale, il faudra aussi le calculer avec une considération trigo. Oui. Oui, d'expérience, je vous assure que c'est plus simple comme ça. D'autant que parfois, ce sera ça qui sera donné dans le problème et pas ça. Auquel cas, vous allez calculer ça, puis avec un trigo, puis réappliquer un truc de trigo et vous avez 2 fois plus de chances de vous tromper. Donc, 2 façons de faire. Soit vous prolongez la force et vous regardez à quelle distance elle passe,
soit vous ne prenez que la composante orthogonale de la force. Et ça, c'est l'autre façon qui peut être très utile aussi. Donc prenez juste celle qui vous arrange. Quand vous avez cette force qui agit en I et vous vous intéressez à la rotation autour de O, ne prenez que la composante orthogonale au rayon. Et alors à ce moment-là, vous avez le moment qui est juste la force, mais donc la bonne composante de la force fois la distance. Et à nouveau, vous avez donc F orthogonal qui vaut F sinus alpha. Bon, on verra ça sur des exemples parce que j'ai l'impression que c'est un peu abstrait là. Il y a tellement de choses que je voulais faire là. Là, on a perdu 2 heures en 1 heure et demie. Là. Je ne sais pas comment on a fait. Non, mais on ne les a pas perdus. Il faut faire ça, mais j'ai l'impression que c'est pas très... Je ne suis pas sûr que vous ayez bien précis. Bon, là, c'est bien. Bon, d'accord. OK, alors, donc ça permettait d'introduire le moment. Et maintenant, on va voir pourquoi il est si important, ce moment. On a vu intuitivement pourquoi c'était cette quantité-là qui était liée à la rotation. Et maintenant, on va appliquer... On va repartir de la relation fondamentale de la dynamique pour voir comment se manifeste ce moment. Donc, m dv sur dt égale somme des forces. Donc, sur un point matériel, hein, la masse du corps, dv sur dt, est égale à la somme des forces qui s'appliquent sur ce corps. Faisons, donc puisque le moment de la force en un point A quelconque, c'est AM vectoriel F, où F est le point en question, je vais faire AM vectoriel ça. Donc je pars de la relation fondamentale des dynamiques et je multiplie vectoriellement par AM. J'obtiens M AM vectoriel dv sur dt égale somme des AM vectoriel F. Là, j'ai rien écrit de spécial. J'ai multiplié vectoriellement par AM. Et donc ça, c'est la somme des moments calculés au point A de toutes les forces qui s'appliquent sur le corps, sur le point matériel considéré. Ça, c'est la vitesse du point M. Bien. Eh bien, je prétends que ça, si A est fixe, ceci est égal à d de m AM vectoriel v sur dt. Voyons cela. Et ça s'appelle le moment cinétique. Donc je court-circuite toute l'introduction des moments cinétiques parce que vous les connaissez déjà. On a déjà écrit ça d'ailleurs dans un cours précédent. Si j'appelle moment cinétique au point A M AM vectoriel V, alors je constate que ceci n'est rien d'autre que la dérivée du moment cinétique. En effet, dérivons tout simplement. Eh bien, ça fait... Bon, m est une constante, je le sors. J'ai la dérivée de AM. Ça fait, par rapport au temps, ça fait Vm moins Va.
vectoriel VM plus M à M vectoriel d de VM sur dt. VM vectoriel VM. VM vectoriel VM. 0. Hein? Le sinus de l'angle entre les deux, c'est 0. Donc, un vecteur vectoriel lui-même, c'est toujours nul. Hein? Enfin, deux vecteurs collinéaires ont un produit vectoriel nul. Donc, VM vectoriel VM, ça fait 0. Il reste... Donc, en fait, je vais réécrire d'abord le deuxième terme. M AM vectoriel d de VM sur dt moins MVA vectoriel VM. Donc j'ai écrit ça explicitement pour que vous ne manquiez pas, enfin pour vraiment insister sur un point clé, le théorème du moment cinétique est valable en un point fixe. S'il n'est pas fixe, on rajoute ce terme. Mais en général, on l'oublie. C'est compliqué. Donc, il vaut mieux travailler sur un point fixe. Donc, si A est fixe, évidemment, VA égale 0. Auquel cas, la dérivée du moment cinétique, c'est juste ce terme-là. Et ce terme-là, on vient de voir qu'il était égal à la somme des moments des forces. Et donc, on a d de sigma A sur dt égale somme des moments en A de toutes les forces. On peut avoir une situation où un n'est pas fixe et qu'on doit reconnaître la totalité de l'équation. Une situation où... Où n'est pas nul et du coup, il faut calculer ce terme-là. Enfin, est-ce que ça peut arriver ou pas? Ah oui, ça peut arriver et on peut se tromper dans ce cas-là, justement. On fera un exemple si vous voulez. On doit la connaître, la situation. Non. Le mieux, c'est de dire je n'applique jamais le moment cinétique quand il n'y a pas. Bah, sinon, vous pouvez. Enfin, c'est une ligne, hein, vous dérivez ça et ça y est, vous l'avez. Hein. Oui, mais il faut savoir où on part et tout ça, quoi. il faut. Oui, mais de toute façon, il faut que vous sachiez que le théorème du moment cinétique, c'est juste AM vectoriel, la relation fondamentale de la dynamique. C'est une ligne, c'est tout. Ça, il faut le savoir. Comment on démontre? Encore une fois, c'est comme pour l'énergie, ce n'est pas une équation en plus, le théorème du moment cinétique. Ce n'est rien d'autre que la relation fondamentale de la dynamique. Vous faites AM vectoriel ça, et par conséquent, théorème du moment cinétique. TMC. C'est en une ligne, à condition que A soit fixe. Alors en général, on l'applique à des points fixes, mais il y a des situations où il y a des exercices où vous pourriez avoir envie de l'appliquer à un point qui n'est pas fixe, et là, vous êtes sûr de vous tromper. Alors, il y a une exception. C'est si vous l'appliquez au centre de masse. Ça marche quand même. Même s'il n'est pas fixe. Même s'il n'est pas fixe. Donc, en fait, c'est uniquement sur des points fixes ou au centre de masse. Peut-être on verra explicitement pourquoi ça marche au centre de masse. Oh là là, il y a tellement de choses que je voulais faire là. J'ai l'impression d'avancer à 2 à l'heure. On peut rester 2 heures de plus, ouais. Bon, alors juste une alors. OK. Donc ce sigma A là, donc ça s'appelle le moment cinétique. Le moment cinétique au point A est donc défini comme étant, par définition, hein, c'est AM vectoriel MV. C'est-à-dire AM vectoriel la quantité de mouvement. Okay. C'est la définition du moment cinétique.
Et donc ça, physiquement, c'est une sorte de quantité de rotation. AM vectoriel P, ouais. C'est la vitesse de M dans le référentiel considéré. Alors, comme effectivement, il vaut mieux l'appliquer à un point fixe, du coup, par rapport à A ou par rapport à n'importe quel autre point fixe dans le référentiel, c'est pareil. Donc, c'est la vitesse dans le référentiel. Mais là, sinon, c'est dans le référentiel en question. Donc, le moment cinétique du point matériel M de masse petit m ayant pour vitesse Vm est défini comme ça. Donc ça représente la quantité de rotation, hein, ça décrit à quel point le corps tourne autour de A, donc c'est relatif au point A, et sa dérivée, de même que la dérivée de la quantité de mouvement, c'est la force, et bien la dérivée de la quantité de rotation, c'est le moment des forces. Alors, il faut quand même qu'on fasse une dernière chose avant de se quitter là, parce qu'il reste quoi, 5 minutes? Ouais. Il faut quand même qu'on exprime donc vous voyez que le moment, comme les moments cinétiques, sont relatifs à un point particulier. C'est le moment par rapport à un point. Il faut qu'on écrive une relation entre le moment calculé au point A et le moment calculé au point B, en un autre point, parce qu'on a le choix des points. Comment on passe de l'un à l'autre? Bien, allons-y. Le moment d'une force au point B, par définition, ça va être B, je vais appeler I à nouveau le point d'application, vectoriel la force. Bon, bah ça, trivialement, c'est BA vectoriel la force plus AI vectoriel la force. D'accord? Mais AI vectoriel la force, bah ça, c'est le moment de la force au point A. Yes? Et par conséquent, le moment au point B d'une force est égal au moment au point A d'une force plus BA vectoriel F. Donc ça, c'est BABAF. Et maintenant, s'il y a plusieurs forces, la somme des moments au point B de toutes les forces est égale à la somme des moments au point A de toutes les forces plus BA vectoriel, la somme de toutes les forces, qu'on appelle généralement la résultante, et ça, c'est Babar. Babar. Donc, c'est important de retenir ce genre de relation. On a vu une relation de ce type pour le champ de vitesse dans un solide. Hein. VB égale VA plus BA vectoriel le vecteur oméga. Je vais la réécrire en dessous. Et on a de la même façon une relation encore du même type avec le moment cinétique. Sigma B, c'est M BM vectoriel V. C'est donc, enfin, ou BM vectoriel MV si vous voulez. C'est donc BA vectoriel MV plus AM vectoriel MV
Et donc, vous avez sigma B qui vaut sigma A plus BA vectoriel P, la quantité de mouvement. À chaque fois, c'est la même structure. Ça s'appelle relation de Varignon. Il faut quand même que je vous donne le vrai nom. Et ça définit ce qu'on appelle des torseurs. Alors, un torseur, effectivement, c'est un couple champ de vecteurs. Ici, les vecteurs sigma. Ici, les vecteurs V. Ici, les vecteurs M. Donc, c'est le couple champ de vecteurs, c'est-à-dire un vecteur en chaque point. Il y a une certaine vitesse en chaque point. On peut calculer un moment par rapport à n'importe quel point ou des moments cinétiques par rapport à n'importe quel point. Donc, on a un champ de vecteurs associé à ce qu'on appelle une résultante. Donc, pour le torseur des moments, la résultante, c'est la résultante des forces, la somme des forces. Pour le torseur des vitesses, la résultante, c'est le vecteur rotation. Et pour le torseur des moments cinétiques, la résultante, c'est la quantité de mouvement. Le torseur, c'est un objet mathématique ou pas? Oui, c'est un objet mathématique qui consiste en le couple, effectivement, champ de vecteurs donc un champ de vecteurs, je vais l'appeler V défini en chaque point, et une résultante qui est là pour le coup un vecteur qui permet de décrire les relations entre les vecteurs aux différents points. Donc le prototype tel qu'on l'a introduit, c'était vraiment le champ de vitesse d'un solide. On a vu que dans un solide, parce que les distances ne peuvent pas varier entre deux points, la vitesse des différents points ne peut pas être indépendante. La vitesse en un point est liée à la vitesse en un autre point de façon très rigide. En fait, on peut relier la vitesse on peut relier la vitesse entre deux points quelconques avec simplement un seul vecteur. Ici, le vecteur rotation. Ici, donc pour le torseur des moments, on peut relier le moment calculé en n'importe quel point au moment calculé en un autre point quelconque par cette relation, moyennant la connaissance uniquement de la résultante, ici, somme des forces. Et pareil pour le moment cinétique. Si vous connaissez la quantité de mouvement et le moment cinétique en un point, alors vous connaissez le moment cinétique en tous les points. Donc, vous voyez, ça exprime une très grande rigidité entre les vitesses, les moments et les moments cinétiques en les différents points. Ça ne peut pas être n'importe quoi, parce qu'on a affaire à un solide. Oui. La quantité de mouvement, c'est la vitesse RP. C'est m fois v. C'est la vitesse de À la vitesse du point m. Là, ici, on est pour un point matériel. Quand on va avoir un ensemble de points, ce sera la quantité de mouvement totale. La somme de tout. Simplement, en additionnant ces relations pour chaque point matériel, vous allez avoir la somme, enfin c'est exactement ce qu'on a fait là. Si vous additionnez ça pour tous les points matériels, vous allez avoir somme de sigma en B égale somme de sigma en A, c'est-à-dire, donc plus BA vectoriel, parce que c'est toujours le même BA, donc ça va être juste vectoriel la somme des quantités de mouvement, et donc vous aurez le moment cinétique total en A égale le moment cinétique total en B, en B égale le moment cinétique total en A, plus BA, vectoriel la quantité de mouvement totale. OK? Bon, je crois que vous voulez qu'on s'arrête là. Bon, j'espérais faire tellement de plus des exos. Bon, il nous...